Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu de ce rendez-vous de l'information, les députés se sont à nouveau réunis ce vendredi au Parlement pour une plénière. Conséquence du report de leur rencontre de travail de ce jeudi, plusieurs projets de loi ont été examinés et votés et un hommage du Parlement a été rendu à l'ancien président Émile Derlin-Zinsou, décédé il y a peu. De nombreux désagréments sont créés par certaines sociétés étatiques et ce, dans l'accomplissement de différents travaux sur les routes. Dans un instant, le constat de Mori Agua dans la ville de Cotonou à ce propos. Et puis, une explosion s'est produite ce jour, jeudi 12 août 2016, dans une centrale à charbon en Chine. Bilan, 21 morts et 5 blessés. Bienvenue à tous. Débutons ce journal par la plénière de ce jour à l'Assemblée nationale, plénière au cours de laquelle les députés ont examiné 3 projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de prêt pour financement au profit du Fonds national de la microfinance FNM. Ces 3 projets, respectivement d'un montant de 2,115 milliards, 16 milliards et 11 milliards, ont été adoptés après les explications du ministre en charge de la microfinance, Adidjat Matisse, au sujet des préoccupations des députés. L'autre temps fort de cette séance plénière est l'hommage du Parlement rendu à l'ancien président Émile Derlin-Zinsou. Le président Adrien Hongbeji a fait une déclaration à la tribune avant le recueillement des députés en présence de la famille de l'illustre disparu. Vous aurez plus de précisions sur toutes ces informations dans nos prochaines éditions. Nous quittons Porto Novo pour Cotonou afin de nous intéresser au Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Marina. Participation du Bénin à la 111e session des Nations Unies, signature d'un accord de crédit avec l'Agence française de développement, organisation des obsèques officielles de feu Émile Derlin-Zinsou et un important redéploiement dans le secteur de justice pour renforcer le système judiciaire. Telles sont les grandes décisions issues de la réunion de ce 11 août de l'équipe gouvernementale béninoise. On écoute le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République à ce sujet. Le Conseil a autorisé la participation de notre pays au débat général de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York du 18 au 23 septembre 2016. La thématique de cette session est la suivante: les changements climatiques, la baisse de la productivité des stocks de poissons face au réchauffement de la planète et à l'acidification des eaux. À cette occasion, le chef de l'État s'adressera à la communauté internationale. Deuxième point, il s'agit d'une convention de crédit entre le Bénin et l'Agence française de développement AFD. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé le 8 juillet 2016 à la signature avec l'Agence française de développement d'un accord de crédit de 9,8 milliards de francs CFA à des conditions concessionnelles et d'une subvention de 655 millions de francs CFA. Le Conseil a pris connaissance du rapport du comité interministériel chargé de lui soumettre les modalités d'opérationnalisation des nouvelles préfectures, et ceci pour marquer l'engagement du gouvernement à renforcer la réforme de l'administration territoriale au Bénin et à rendre effectif le fonctionnement des nouvelles préfectures dans les meilleurs délais. Les besoins en locaux, personnel, équipement et fonctionnement ont été déterminés et précisés. Et le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de débloquer la somme de 536 millions de francs CFA pour la prise en charge immédiate de ces besoins. Le Conseil a autorisé l'organisation des obsèques officielles
de feu Émile Derlin-Zissou à Cotonou les 24 et 25 août 2016. À cette occasion, le gouvernement rendra un hommage vibrant à l'illustre disparu au nom du peuple béninois. Le Conseil a procédé à un vaste mouvement de personnel du système judiciaire après les consultations et formalités exigées par les tests en vigueur. Sur 188 magistrats en poste dans les juridictions, le redéploiement aura porté sur un effectif de 131 magistrats. Et puis après le Conseil des ministres, le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki a répondu à certaines interrogations des hommes des médias, notamment celles relatives au dossier Ségub et au congé que s'octroie le gouvernement. Le gouvernement a ordonné un audit de la filière des véhicules d'occasion sur la période 2012-2016. Mais quel était l'objet de l'audit? L'objet de l'audit était de vérifier la qualité de la gestion de la filière des véhicules d'occasion. L'objet de l'audit n'est pas de se prononcer sur l'opportunité ou non de la création de Ségub. Cette différence est fondamentale. S'il s'agit de se prononcer sur l'opportunité de la création de Ségub, alors là, vous me trouvez. Vous me trouvez là. Nous avons eu des débats en Conseil des ministres sur cette opportunité-là, la pertinence. La pertinence est prouvée. Et de ce que j'entends, la pertinence de Ségub n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la gestion de la filière. Et l'on retrouve donc la qualité de la gestion de Ségub. Mais moi, je ne suis pas actionnaire dans Ségub. Je ne suis pas actionnaire dans Ségub. Et je ne m'occupe pas de la gestion de Ségub, ni le Conseil des ministres à l'époque. On est en train de vérifier la qualité de la gestion. Et j'ai eu à faire un compte rendu ou disons un point de presse sur cette question. Et je vous ai dit à ce moment-là que le dossier a été transmis à la justice. Je n'ai prononcé le nom de personne. Aucune personne physique n'a été citée par Pascal Irénée Koupaki. Donc, quel est le problème? Je ne comprends pas. Je vois beaucoup d'agitation. La bonne ligne de défense n'est pas l'agitation. Je vois beaucoup d'agitation avec un peu de mépris. Mais moi, je n'ai pas de haine. Je n'en ai pas. Et donc, par conséquent, je pense que la justice fera son travail. Si je suis demandé parce que je détiens des informations sur la gestion de la filière, mais je répondrai à la justice. Sereinement. La semaine prochaine, il y a une pause gouvernementale. Et cette pause sera exploitée par les ministres pour mettre de l'ordre dans les dossiers, rattraper les dossiers en instance, parce qu'à partir du lundi 22 août, on reprend un autre rythme. Je vous rappelle que la dernière fois, je vous ai parlé du plan d'action du gouvernement. Cette pause permettra à chaque ministre de mettre un peu d'ordre et de préparer le plan d'action sectoriel. C'est pour ça qu'il y a cette pause. Au registre éducation, on s'intéresse à l'orientation universitaire. Quels sont les éléments qui peuvent aider le nouvel étudiant à choisir sa filière d'études? Maury Agua et Damien Pedro pour des pistes de solutions. L'obtention du baccalauréat n'est en réalité que le début d'une nouvelle expérience qui forge le nouvel étudiant et qui conditionne ses études universitaires. Mais force est de constater qu'après l'obtention de ce premier diplôme universitaire,
de nombreux étudiants se trouvent confrontés à des problèmes liés au choix de leur filière. L'orientation universitaire, c'est la capacité à mettre à la disposition de l'apprenant les moyens d'éviter au mieux les échecs universitaires. Après l'obtention du bac, on entend les candidats souvent dire J'envisage beaucoup de choses, la médecine et tout le reste. Je prévois faire le génie en informatique et si possible, si mes parents ont les moyens de voyager. Mais en réalité, suivant quels critères devrait-on alors opérer son choix pour la suite de ses études après l'obtention du baccalauréat? Pour le professeur Victor Tokpanou, le nouveau bachelier doit d'abord faire le bilan de ses capacités. Depuis la massification des effectifs universitaires, des effectifs étudiants, le problème ne se pose plus en termes de volonté, mais il se pose désormais en termes de capacité. Ce n'est plus ce que je veux faire qui importe, c'est ce que je suis capable de faire qui importe. L'orientation universitaire est basée sur l'évaluation des capacités intellectuelles, elle-même est devenue actualité parce qu'on est passé de l'âge de la volonté à la capacité et la massification qui a accéléré le processus. Il est donc clair que le nouvel étudiant devra choisir sa filière en fonction des matières dans lesquelles il excelle. Vous ne pouvez pas chercher à aller dans une école de pilotage ou aller faire des statistiques si sur votre bulletin, votre relevé de notes, de façon évidente, vous n'avez pas travaillé en mathématiques, vous n'avez pas travaillé en physique, vous n'avez pas travaillé en chimie. De la même manière que vous ne pouvez pas faire des études de médecine si vous avez de très mauvaises notes en sciences naturelles, si vous avez de très mauvaises notes en mathématiques, de très mauvaises notes, et que vous avez de très bonnes notes dans les matières littéraires. L'université d'Abomey-Calavi, ne disposant pas d'un service d'orientation et d'information des étudiants, à qui incombe alors cette responsabilité d'orienter le nouveau bachelier? Cela relève du domaine public, parce que c'est un service public de l'État, c'est donc le ministère de l'Enseignement supérieur qui est chargé de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, l'État a commencé par le faire. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise pas des séminaires, mais des ateliers d'orientation. Mais j'ai cru aussi suivre récemment dans l'actualité qu'il y avait des privés qui le faisaient. Vu que les nombreux taux d'échec enregistrés dans les facultés de nos universités sont en partie dus à une mauvaise orientation des nouveaux bacheliers, il est alors temps que l'État prenne à cœur la question liée à l'orientation des nouveaux étudiants dans nos universités du Bénin. Je vous en parlais à l'entame de cette édition. Certaines sociétés du Bénin, dans le cadre de ces travaux liés à leur structure, créent d'énormes désagréments sur nos routes dans la ville de Cotonou. D'autres n'interviennent pas à temps sur leurs équipements défaillants dans les quartiers de ville. Des situations qui, bien évidemment, ternissent l'image des grandes villes. Suivons ici le reportage de Maury Agua à ce propos. Cotonou la belle, les Cotonois le disent si fièrement. Cotonou, capitale économique du Bénin, perd chaque jour sa beauté de par les actes d'incivisme dont elle est victime au quotidien. Ici, pour divers travaux, les pavés ne sont plus à leur place. Juste à côté, voilà un piège à accident. À quelques mètres de la mosquée Zongo, voici l'état de la voie suite à des travaux. À Gontincon, voilà dans quelle situation se trouve cette installation de la Société nationale des eaux du Bénin avec les désagréments sur le milieu, dégradation de la voie, inondation du caniveau, etc. Ici, à Fifadi, c'est la population qui vient prélever chaque jour de l'eau pour ses besoins et cela dure plusieurs mois. Or, il est dit que personne, aucune structure ne peut intervenir sur les ouvrages de la ville sans une concertation avec le service technique de la mairie de Cotonou. Les plaintes des citoyens et des victimes collatéraux de ces incivismes ne sont plus entendues.
Cette situation date de longtemps. Quand on appelle les agents de la SONEB, on ne les voit pas. L'eau dégrade la voie et l'eau coule à flot. N'eût été le caniveau, on serait déjà tous inondés ici. On est fatigué et vraiment. Ces cas sont légion et la population observe impuissante. Ces genres de situations ternissent l'image du pays. Des gens viennent de très loin pour s'approvisionner en eau ici. Ces actes ne sont pourtant pas méconnus des autorités de la ville. Je peux vous assurer que pour les cas dont nous prenons connaissance, nous allons interpeller les intéressés. Mais actuellement, nous savons qu'il y a une société de fibre optique, je ne connais pas comment on les appelle en réalité. Nous en avons connu par le passé avec la SBE, avec le PT et la SONEB, donc, et même parfois des individus qui le font. Donc c'est regrettable tout ça là, parce que quand il y a des désagréments, il ne crée pas seulement pour une seule personne, il le crée pour toute la population. Et parfois même, ils peuvent être même victimes de ça aussi, ou un de leurs parents sera victime de ça. Donc c'est dans ça que les gens, c'est quand même, c'est pas qu'ils se mordent la queue, les gens doivent comprendre que les actes d'incivisme sont à proscrire. Ce n'est pas bien pour nous. Et pourtant, par endroits, les pavés sont soigneusement entassés, laissant leur place au sable. Cela peut durer banalement 5 ans. Pour sa part, le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou invite à une prise de conscience. La ville est pour nous tous. Chacun a le droit de la maintenir propre. Chacun a le droit ou l'obligation, quand il intervient quelque part, dans le cadre de ses travaux, il doit remettre les pavés en place pour ne pas créer des désagréments aux autres. Agissons de sorte que Cotonou la Belle ne soit plus une phrase à prononcer du bout des lèvres, mais une réalité, et cela passe aussi par l'efficacité dans le travail par les agents de la Société nationale des eaux du Bénin. Il n'existe quasiment plus aucune partie des véhicules de nos jours qui échappe à l'électronique et les composants de ces automobiles ne cessent de se multiplier, faisant des voitures des engins de haute technologie. Si le goût prononcé des Béninois pour ce genre de véhicules n'est plus un secret, on se demande comment les mécaniciens béninois arrivent à les réparer. Réponse dans ce reportage de Fréjus Serlon. L'automobile électrique a connu son essor à la fin des années 90 car souple, moins polluant et par son fonctionnement silencieux. Mais aujourd'hui, on assiste à une autre révolution dans l'automobile avec des systèmes électroniques, des logiciels embarqués, des automatismes et des fonctionnalités inattendues. Il convient donc de faire une différence entre un véhicule électronique et celui qui ne l'est pas. Vous savez, quand on parle de véhicules actuellement électroniques, c'est les véhicules dotés des ordinateurs de bord. Ça utilise des ordinateurs de bord qu'on appelle calculateurs. Ça veut dire que le système qui a été fait avant, où nous avons des systèmes de vis platinées, les histoires de condensateurs, c'était déjà éliminé. Le véhicule qui n'est pas électronique, c'est des véhicules à carburateur. Et le carburateur, lui, l'essence vient par la pompe et vient directement dans le carburateur et ça démarre. À présent, faisons un bref aperçu sur quelques véhicules électroniques. Voilà le calculateur de ce véhicule qui se situe ici, juste après la batterie. Donc c'est son ordinateur du bord. C'est ça qui contrôle le système d'injection, le système d'allumage et pratiquement tout. Le calculateur mesure le nombre d'essence qui va venir ici. Parfois, quand le calculateur est défectueux, la quantité d'essence augmente. Et parfois, si la quantité d'essence augmente, le véhicule peut refuser. Certains véhicules électroniques sont aussi dotés d'un système de multiplexage qui met en relation toutes les fonctions des véhicules. Mais ce n'est pas sans conséquence. Les pannes de ces voitures sont plus complexes, récurrentes et plus électroniques que mécaniques. Et c'est là qu'il faut souvent faire attention à quel mécanicien confier son véhicule en cas de panne. Celui qui utilisait un ancien véhicule, et il a acheté une nouvelle voiture et son mécanicien n'a pas pu se perfectionner
dans cette nouvelle marque. Et il n'a pas pu être honnête, refuser non plus pour dire je ne maîtrise pas. Et il se jette dessus avec des tâtonnements, sans des outils adéquats pour pouvoir détecter la panne réelle. Ça mélange tout. C'est pour pallier ce problème que certains garages modernes comme celui-ci et certains lycées offrent des formations professionnelles en mécanique dans un secteur où beaucoup de mécaniciens sont encore formés sur le tas. Mais réparer un véhicule électronique, c'est d'abord une affaire de matériel et il coûte cher pour le mécanicien moyen qui quand même arrive à s'en sortir. Nous arrivons à réparer, mais parfois il faudrait que le scanner intervienne avant qu'on ne trouve la panne. Oui. Par contre, pour le carburateur, bon, on n'a pas besoin d'un scanner pour pouvoir la dépanner. Il y a des collègues garagistes qui sont conscients ou parfois quand ils prennent le véhicule à leur niveau et puis s'ils n'arrivent pas à détecter la panne, ils amènent à notre niveau, on les aide à détecter la panne. Une solidarité est donc née. Mais les véhicules électroniques posent d'autres problèmes comme l'entretien et la réparation, jugés trop coûteux dans les garages équipés qui se défendent. Et le problème, ça démarre à partir du diagnostic. Si le diagnostic est bien fait, la réparation est moins chère. Le mécanicien automobile, ce métier qui mêle désormais informatique pure et dure et électronique, est désormais une profession d'avenir dans le secteur des nouvelles technologies. Hors du Bénin, Reporters sans frontières réclamait jeudi aux autorités burundaises des preuves de vie d'un journaliste porté disparu depuis le 22 juillet, date de son arrestation par les services de renseignement. Dans un communiqué en date de ce jeudi, l'organisation Reporters sans frontières a demandé au gouvernement burundais des preuves de vie du journaliste Jean Bigirimana, disparu après son arrestation par les services de renseignement. Selon RSF, il serait reproché au journaliste ses déplacements vers le Rwanda voisin avec lequel le Burundi entretient des relations conflictuelles. Et c'est d'ailleurs à son retour d'une formation dispensée au Rwanda qu'il a été arrêté, toujours selon Reporters sans frontières, qui réclame aussi l'ouverture d'une enquête officielle pour déterminer où se trouve le journaliste. Quant à la femme de Jean Bigirimana, qui vit désormais dans l'angoisse, elle réclame aussi aux autorités des solutions immédiates pour retrouver son mari. Quand je suis au lit pendant la nuit, je ne cesse de penser à comment je vivrai sans lui. Je ne dors pas bien. Je demande aux autorités de trouver la solution à ce problème, qu'on retrouve mon mari disparu. RSF a par ailleurs rapporté que 2 cadavres ont été retrouvés au fond d'un ravin dans la province de Muramvya, où le journaliste a été arrêté lors d'une enquête menée par le journal Iwaku et entravé dans un premier temps par la police. Mais il n'a pas encore été possible de vérifier si l'un des 2 corps est celui de Jean Bigirimana. Nous venons de repêcher 2 cadavres dans la rivière Mubarazi, comme vous l'avez vu. Vous nous avez aidés à les transporter. Pour le moment, nous les amenons à la morgue de l'hôpital de Muramvya en attendant la suite. Alors qu'une source des services de renseignement a indiqué la semaine dernière que le journaliste était encore en vie et détenu à Bujumbura, en absence de toute preuve de vie, cette information devient de plus en plus improbable. Le fleuve Congo, l'un des principaux cours d'eau qui arrose Lubumbashi, la deuxième ville de la République démocratique du Congo, subit la pollution minière. Dans cette rivière, les poissons ont disparu depuis des lustres, tués par les acides et les rejets des mines. Les populations proches des activités minières sont victimes de plusieurs maladies. Suivez plutôt. Où nous avons étudié la contamination humaine par les éléments transmétalliques qui proviennent de l'industrie minière et métallurgique. Et nous avons constaté que les gens qui vivent tout près des activités minières industrielles, principalement ceux qui sont situés à moins de 3 km, sont les plus concernés. Ils ont des concentrations très élevées de métaux toxiques dans leur organisme. Dans les salons, il fait toujours très sale. Même dans les cuisines, la poussière ici où il y a des acides pénètre dans les cuisines et dérange et abîme aussi les nourritures et ça donne des maladies. Nous avons des taux un peu fréquents de malformations congénitales
des anencéphalies, nous en avons. Donc les maladies liées à la pollution. Certaines dames nous arrivent ici. Lorsqu'en l'échographie, on peut trouver qu'il y a une malformation congénitale. À l'accouchement, nous confirmons ce que nous avons eu à l'échographie des anencéphales. Ce n'est pas un désert, c'est un rejet. C'est un rejet de déchets là, mais nous sommes en train de reboiser tout autour pour pouvoir contenir ces rejets là-bas. Sinon, avec Kiko, nous sommes en train de voir comment il faut non pas faire disparaître cela, mais comment il faut les canaliser pour que la vie reprenne comme d'antan. Au moins 21 morts et 5 blessés, c'est le bilan d'une explosion qui s'est produite ce jeudi en Chine. C'était dans une centrale de charbon dans le centre du pays. Le commentaire est signé Fréjus Serroin. C'est dans la province de Hubei, au sein d'un site industriel de la ville de Danyang, qu'une déflagration a été provoquée en milieu d'après-midi de ce jeudi par la rupture d'une conduite de vapeur sous pression. Plusieurs opérations de secours ont été menées sur le site après l'accident. Une photographie diffusée par des médias locaux et qui aurait été prise sur les lieux montre des bâtiments de béton nus et des échafaudages de métal surmontés d'une large cheminée. Les causes de l'accident font l'objet d'une enquête, a assuré le gouvernement local. 3 des blessés grièvement touchés ont été hospitalisés selon plusieurs médias locaux. Cet accident intervient presque 1 an après la terrible explosion en août 2015 d'un entrepôt de produits chimiques dans le port de Tianjin qui a ravagé le quartier résidentiel alentour et tué au moins 165 personnes. Ces accidents sont fréquents en Chine et révèlent la défaillance du pays en matière de sécurité industrielle. Fin de ce journal. Merci pour l'attention. À demain.